Tiens, peux-tu me citer des auteurs du XVIIe siècle? Des quoi? Des poètes, des romanciers? Tout ce que tu veux, tout ce que tu veux. Molière, Perrault, Racine, Corneille, La Fontaine, Descartes, Pascal... Ouais, c'est déjà pas mal. Bon, ça manque un peu d'autrice, mais c'est pas mal. Maintenant, peux-tu me citer des romanciers du XVIIe siècle? Ils ont pas écrit des romans, tous ces braves gens? Non, non. Bah, Madame de Lafayette, et puis, non, je sais pas, non. C'est pas intéressant ça? C'est la seule personne à avoir écrit des romans au XVIIe siècle dont on se souvient encore aujourd'hui. En même temps, je pensais que les autrices avaient tendance à être plus facilement effacées de l'histoire que les hommes. Alors pourquoi est-ce qu'elles, on s'en souvient et pas les autres hommes de son époque? Tout à fait. Les autrices ont tendance à être effacées de l'histoire plus facilement que les auteurs. Mais là, on a une exception. Ça montre bien qu'il doit y avoir dans son œuvre quelque chose de vraiment spécial pour qu'elle arrive à ce point à occulter les romanciers de son siècle. D'accord. Et comment t'expliques ça? C'est une très bonne question, mais pour le savoir, il va d'abord falloir que tu te tapes mon superbe générique. On attribue à Madame de Lafayette 6 œuvres. 2 romans, La princesse de Clèves et Zaïd, 2 nouvelles, La princesse de Montpensier et la comtesse de Tende, une biographie, en l'occurrence celle de sa pote, Henriette d'Angleterre, et une espèce de journal intime sur la vie à la cour entre 1688 et 1689. Oula, elle a vécu longtemps. Pourquoi tu dis ça? Bah, si on regarde les dates de publication, ça s'étale de 1662 à 1820. Or, supposons qu'elle écrit son premier bouquin, disons, vers 15 ans, ça voudrait dire qu'à la publication de son dernier bouquin, elle aurait 173 ans? bah non, bien sûr que non. Madame de Lafayette, enfin plutôt devrais-je dire Marie-Madeleine Pioche de la Verne, puisque c'est son nom de naissance. Lafayette étant le nom de son mari. Est née en 1634 et mort en 1693. Elle avait donc que 59 ans à sa mort. Ah, donc la moitié de ses œuvres en fait ont été publiées après sa mort, c'est ça? Oui, tout à fait. La moitié de son œuvre est posthume. En fait, c'est des écrits qu'on avait trouvés dans les cartons et bon bah voilà, qu'on a publiés après sa mort. Hein. Ah oui, un petit peu comme les inédits de Jimi Hendrix. Oui, comme les inédits de Jimi Hendrix, effectivement. Et de quoi ils parlent ces bouquins? Alors bon, la biographie et l'espèce de journal intime, hein, bon bah voilà, ça parle, ça raconte soit la vie d'une de ses contemporaines, soit le témoignage d'une époque. Par contre, ces œuvres de fiction parlent essentiellement d'amour. Oh, comme George Sand quoi. Pas exactement. Ici, elle parle plutôt des dangers de l'amour et de comment ça peut faire mal. Ah, c'est-à-dire? Tu veux que je te résume un peu? Ok, super, c'est parti pour un petit résumé. Je vais pas parler de la biographie et du témoignage de la cour, puisque c'est pas des œuvres, déjà c'est pas des œuvres de fiction, moi ce qui m'intéresse c'est la fiction, et puis ensuite c'était pas des œuvres qui étaient destinées à être publiées. Hein. Les mémoires c'était juste elle qui avait écrit des choses dans son coin, et la biographie était juste destinée à sa pote. Sa pote. Quoi? Sa pote. Ah non. Enfin en tout cas pas que je sache. C'est vrai qu'elle s'était rapidement séparée de son mari après la naissance de leur 2e enfant. Mais de là à dire que c'était pour se mettre avec quelqu'un d'autre, non, il n'y a rien qui permet de le penser en tout cas. Ah, dommage. Où en étais-je? Ah oui, pour résumer son œuvre, en gros, on peut découper son œuvre fictionnelle donc en 2 parties. D'une part, une partie composée de la majorité de ses livres en fait, de La princesse de Clèves, La princesse de Montpensier et La comtesse de Tende. Et d'autre part, Zaïd. Alors pour La princesse de Clèves et les autres, l'histoire, globalement, c'est l'histoire d'une jeune femme qui se marie très jeune à un mari qu'elle n'aime pas. Non pas qu'elle le déteste, hein, juste elle éprouve rien pour lui. Alors, le mari, elle le trouve très gentil, hein, très sympathique, et en plus, il a le mérite d'être fou amoureux d'elle. Mais elle... Alors, le mari a vraiment raison d'être amoureux d'elle, hein, parce que c'est vraiment une fille belle, intelligente, cultivée, vertueuse, bref, la fille idéale, en fait, la fille des rêves, quoi. Ah oui, un peu comme moi au féminin. Oui, si tu veux. Bon, le problème, c'est qu'il n'y a pas que le mari qui est fou amoureux d'elle. En fait, elle a un certain nombre de personnes qui aimeraient bien un peu la dépraver, hein. Et elle se laisse faire? Oh non, surtout pas. C'est-à-dire qu'elle est très très vertueuse. Et du coup, non. En fait, d'ailleurs, les mecs, ça l'intéresse pas, en réalité. Ni les femmes, hein. C'est juste que... elle éprouve rien, il y a personne qui vraiment lui fasse quelque chose au cœur. Jusqu'à ce qu'elle rencontre le mec. Le prince charmant? Oui, quelque chose comme ça. En règle générale, c'est le beau gosse de la cour, quoi. Je précise que la cour dont on parle, c'est celle d'Henri II. Donc c'est censé se passer 100 ans avant l'époque de publication de l'œuvre. Dans la princesse de Clèves et dans La princesse de Montpensier, c'est juste un homme qu'elle rencontre à la cour du roi.
Dans la comtesse de Tende, en revanche, c'est un beau gosse avec qui elle avait une love affair très chaste, hein. Quand elle était jeune, il s'était perdu de vue, et puis il se retrouve, et là, ses anciens sentiments reviennent, quoi. D'accord. Et le mec, il est amoureux d'elle? Oh que oui, oh oui. Bah c'est super alors. Oh non, parce qu'elle, elle est vertueuse. Et en fait, c'est ça, globalement, les intrigues de ces trois histoires, c'est que elle est amoureuse d'un homme qui n'est pas son mari, mais en même temps, elle est vertueuse. Donc qu'est-ce qu'elle va choisir? Est-ce qu'elle va choisir l'amour, son cœur, ou est-ce qu'elle va choisir sa raison, sa vertu? Et en fait, voilà, c'est vraiment les questions qu'elle pose dans ses livres. Et finalement, elle cède ou elle reste vertueuse? Bah ça, il va falloir lire les bouquins pour le savoir, hein, parce que je vais pas spoiler quand même, hein. Oh, vas-y, quoi, ma vidéo te donne pas envie de lire l'histoire? Si, oui. Bon, alors, tu vas lire le bouquin après, voilà, hein, tu vas fermer cette vidéo quand elle sera finie, et puis tu vas ouvrir le bouquin, et puis tu vas le lire, et puis tu te feras une idée, ok? Oui, mon Fifi. Je t'ai déjà dit de pas m'appeler Fifi en public, s'il te plaît. Comme tu veux. Et Zaïd, là, ça parle de ça aussi? Non, Zaïd est un peu plus compliqué à résumer, et ça se passe pas vraiment au même endroit. Déjà, ça se passe au 9e siècle en Espagne. Alors à cette époque, l'Espagne est séparée entre la moitié catholique, enfin, une toute petite partie catholique, et une partie musulmane, hein. Et ça raconte l'histoire d'un certain Gonsalves, qui au début de l'histoire, on sait pas trop pourquoi, mais il fuit le royaume de Castille, parce que lui c'est le fils d'un prince de Castille, et il recueille deux femmes, voilà, deux jeunes femmes, qui sont des Maures, donc des Arabes ou des Berbères, qui se sont quand même convertis au catholicisme, hein. Et voilà, il les rencontre. Lui, Gonsalves, il est beau, il est jeune, il est intelligent, il est noble. Elle, les deux femmes, parmi elles, il y en a une qui s'appelle Fatimé, et il y a surtout Zaïd, qui elle aussi est une fille de noble, elle est belle, elle est intelligente, elle est super chouette. Et elles sont célibataires? Bon, lui, il est plus ou moins célibataire, mais elle, oui, en revanche, elle est célibataire, oui. Et donc, tac. Ah, tac, je vais pas te faire un dessin, tac. Ah, tac. Non, parce qu'en fait, il y a un problème, c'est qu'ils parlent pas la même langue. Aïe. En même temps, moi, ça m'a jamais empêché de... Je veux pas le savoir. Dans le bouquin, ça pose un problème. Et puis surtout, l'autre problème, c'est que très rapidement, Zaïd et Fatimé, elles s'enfuient. Elles prennent un radeau et elles se barrent. Puisqu'ils étaient dans un bateau, à l'origine. Aïe. Ah, ça pose problème. Pourquoi, finalement, elle a découvert qu'il avait un gros défaut et elle a décidé de s'enfuir? Non, on sait pas très bien pourquoi elle s'enfuit. Mais bon, l'histoire se demande s'ils vont réussir à se rencontrer à nouveau, hein. Alors c'est une histoire avec plein de rebondissements, hein. Il y a des tempêtes, des naufrages, des combats à l'épée, voilà, c'est vraiment assez différent des autres, hein, parce que les autres bouquins sont plus dans les états d'âme de la personne, mais finalement il se passe peu de choses en soi. Ah ouais, c'est un peu différent. Ça parle moins d'amour du coup. Non, ça parle toujours autant d'amour, et encore une fois d'amour déçu, hein, puisque je te le rappelle, Gonsalves, il avait une meuf à la base, et elle voit que Gonsalves ne l'aime plus, donc elle est triste. Zaïd et Fatimé, au bout d'un moment, elles se retrouvent avec un mec. Le mec est amoureux de Zaïd, mais Zaïd s'en fiche puisqu'elle aime peu Gonsalves. Et Fatimé elle-même est amoureuse du mec qui aime Zaïd. Et du coup, elle aussi, elle est triste. Enfin bon, voilà, ça raconte plein d'histoires tristes. Il y a juste l'histoire de Zaïd et Gonsalves qui est à peu près joyeuse, quoi. Mais bon, ça parle toujours en fait d'amour, hein. Ok, mais comment t'expliques que la forme soit différente, enfin que les deux bouquins déjà se passent pas à la même époque, dans les uns il y a peu d'action, dans l'autre il y a beaucoup d'action, comment t'expliques ça? Eh bien, attends, me dis pas, j'ai une idée. On est sûr que c'est elle qui a écrit les bouquins. Pourquoi tu me demandes ça? Bah je sais pas, parce que tu dis que Zaïd est différent des autres, peut-être que c'est parce qu'ils ont pas été écrits par la même personne. Alors maintenant que tu dis ça, c'est très intéressant, puisqu'en fait, Madame de Lafayette n'a signé aucun de ses bouquins. Bon, en fait, elle a écrit 3 bouquins, hein, de son vivant, hein, Madame de la Princesse de Montpensier, Zaïd et la Princesse de Clèves. Mais il y en a 2, la Princesse de Clèves et la Princesse de Montpensier, où elle a pas signé, c'est juste anonyme, et elle a pas réellement dit au public que c'était elle qui l'avait écrit, même si en fait tout le monde le savait. Et Zaïd, ça a été publié sous le nom d'un certain Segret. Un pseudonyme, comme pour George Sand? Non, Segret en fait c'est le nom d'un de ses meilleurs amis. Voilà. Et pourquoi on dit que c'est pas lui qui l'a écrit? Ah parce que j'ai pas dit, mais on a aussi tous les lettres de Madame de Lafayette qu'elle avait pu échanger avec ses amis, donc avec Segret, mais aussi avec Madame de Sévigné, tu sais l'écrivaine qui a écrit des lettres là, avec La Rochefoucauld, voilà, avec un certain nombre de grands noms de l'époque. Et c'est justement en épluchant ces lettres qu'on s'est aperçu que déjà Zaïd c'était pas Segret qui l'avait écrit. Alors, on raconte, il est probable que ce soit lui qui ait choisi l'ordre des histoires. Parce qu'en fait, il y a 5 histoires insérées à l'intérieur. Oui, c'est un truc fréquent, voilà. Il y a l'histoire de Zaïd, il y a l'histoire de Fatimé, il y a l'histoire d'un copain de Gonsalves, enfin voilà, il y a plusieurs histoires à l'intérieur. Et donc, on pense que c'est lui qui a mis l'ordre des histoires insérées, mais globalement,
il a agi comme une espèce d'éditeur un peu intrusif. En fait, c'est bien, bel et bien Madame de Lafayette qui a écrit ce bouquin. Et ça, on le sait grâce à ses lettres. Quant à la princesse de Montpensier et la princesse de Clèves, c'est pareil. En épluchant ses lettres, on s'est aperçu que c'était bien et bien elle qui avait écrit ces livres. Ah, ok, bon. Mais du coup, comment t'expliques la différence? Bah, c'est simple. Zaïd, c'est un roman. Et bah les autres, la comtesse de Tende, la princesse de Montpensier, la princesse de Clèves, c'est tous les trois des nouvelles. Des nouvelles? Je croyais que la princesse de Clèves c'était un roman. Oui, la postérité a jugé ça comme un roman, mais à la base quand il a été publié c'était une nouvelle, une grosse nouvelle, mais une nouvelle quand même. Et voilà pourquoi est-ce que c'est pas la même chose. Ah ouais. Mais une nouvelle c'est pas juste un roman bref, enfin je veux dire c'est un peu pareil quand même, non? Alors aujourd'hui peut-être, mais à l'époque c'était très différent. En fait la nouvelle a été même réinventée en réaction au roman. C'est-à-dire, je suis pas sûr de bien comprendre. Bon, pour ça, il faut que je te dise ce que c'est que le roman au XVIIe siècle. Le roman au XVIIe siècle, c'est une œuvre longue. Très longue. Très longue. Très longue. Pour exemple, prenons l'Astrée. Énorme succès à l'époque, souvent imité, jamais égalé. C'est 5300 pages. 5300 pages? Oui, ouais, oui, c'est pas mal, oui, effectivement, oui. Ouais, le truc a été publié petit à petit sur 20 ans. En fait, c'est un peu le One Piece du début du XVIIe siècle. Prenons Artamène ou le Grand Cyrus, de Madeleine de Scudéry, une des potes de Lafayette. C'est 13 000 pages. Ah ouais. Ah oui, c'est costaud quand même, hein. Bah, c'est le plus long roman de la langue française. Ah oui, en fait, ça ressemble un peu à des sagas, comme la saga d'Harry Potter, par exemple, ou de La Roue du Temps. Oui, voilà, on est plutôt dans ces longueurs-là, donc c'est des bouquins qui sont publiés petit à petit par épisode, hein, et le but c'est de les faire durer le plus longtemps possible, hein, voilà. Ah ouais, d'accord. Et au niveau des intrigues, comment ça se passe? C'est souvent une intrigue assez simple, hein, genre le héros doit retrouver l'héroïne parce que c'est son âme sœur. C'est tout, et ils arrivent à faire un immense truc rien qu'avec ça. En même temps, si tu prends l'histoire de One Piece, c'est juste un mec qui va aller chercher le One Piece pour devenir le roi des pirates, hein. Je veux dire, l'intrigue est pas non plus... Et du coup, comment ils font pour faire durer l'histoire? Bah, ils mettent plein de rebondissements, et puis ils mettent des intrigues à l'intérieur. Genre, l'Astrée, par exemple, c'est 40 intrigues. Hein, Zaïd c'est juste 5 intrigues, hein. Mais l'Astrée c'est 40 intrigues. Donc à la fin même on sait même plus où est-ce qu'on en est, hein. On sait plus de qui on parle, etc. Voilà. Ouais, mais un peu comme Game of Thrones en fait. Oui, un peu comme Game of Thrones où il y a plusieurs intrigues, plusieurs personnages, etc. Et à la fin tout se résout. Oui, on peut dire ça comme ça, ouais. Par ailleurs il y a plein de rebondissements plus ou moins vraisemblables. Mais quand je te dis plus ou moins vraisemblables, c'est genre, je sais pas si tu vois les telenovelas mexicaines. Il y a un truc mal doublé là. Ouais, voilà, avec des intrigues improbables. Bah tu prends ça. Donc genre un tel et un tel voudraient se marier, mais sauf que en réalité un tel il y a un problème parce qu'il y en a un qui est noble et l'autre qui est bergère et du coup ça peut pas le faire. Mais sauf qu'on découvre que finalement cette bergère n'était pas vraiment bergère et qu'à la base c'est la fille du roi et voilà. Autre histoire, il y avait un tel qu'on croyait mort et puis qui revient, mais en fait on découvre que c'est pas lui et en fait c'est son clone et un clone au XVIIe siècle. Non, pour le clone, je raconte n'importe quoi. Mais en fait, tu vois, c'est ce genre de rebondissement improbable. Alors, tu rajoutes là-dessus des tempêtes, des exploits, des naufrages, des animaux qu'on affronte, etc. Et puis voilà, ça fait les romans fleuves du XVIIe siècle. Ça a l'air plutôt cool, en fait. Enfin, je veux dire, Game of Thrones fait ça, One Piece fait ça, enfin, c'est généralement des œuvres assez cool. Ouais, le problème, c'est que là où ça pêche, c'est quand même par rapport à la psychologie des personnages. Je veux dire, c'est souvent des personnages assez monolithiques, qui ont pas vraiment de profondeur. Le héros et l'héroïne sont beaux, intelligents, vertueux, tout ce qu'il faut, ils ont toutes les qualités, etc. Ils ont pas ces petits défauts, tu vois, ces petits trucs, ces petites failles qui construisent un personnage, qui font un personnage intéressant, tu vois. Donc c'est un peu le défaut qu'on peut faire à ces œuvres, hein. C'est vraiment les personnages. Donc voilà, quand on écrit un roman au XVIIe siècle, on a un peu ça comme référence, et c'est un peu ce genre de choses qu'on fait. Et Madame de Lafayette avait ça en tête quand elle a écrit Zaïd. C'est pour ça que tu vas avoir plusieurs intrigues à l'intérieur, et tu vas avoir pas mal de rebondissements qu'on retrouve un peu partout. Voilà. La différence quand même avec un certain nombre de ces bouquins, c'est que quand même, la psychologie des personnages, surtout les personnages féminins, est vraiment très bonne, très bien faite. Et ça rajoute quand même de la qualité, hein. Même s'il y a des longueurs, on dit quand même qu'il y a des longueurs. Voilà, ok. Et les nouvelles ? Comment c'était à l'époque? La nouvelle est assez différente de ça, hein. Déjà c'est quelque chose de récent, hein, il faut le dire, c'est quelque chose de récent. Même si on en avait écrit au XVe siècle déjà, mais pendant le XVIIe siècle on n'en a pas beaucoup écrit, il faut attendre 1656 pour que paraissent les nouvelles françaises, écrites par un certain Segrais. Attends, Segrais, ce nom me dit quelque chose... Tout à fait, c'est celui qui a signé Zaïd, donc c'était un copain de Madame de Lafayette. Du reste, tu remarques, la princesse de Montpensier c'est 1662, donc il s'est passé que 6 ans entre ce qu'a publié Segrais et la princesse de Montpensier. Ok. Et la nouvelle, ça parle de quoi, du coup? Alors, déjà, la nouvelle, c'est des œuvres beaucoup plus... Enfin, qui sont censées se passer à des époques beaucoup plus récentes. Hein, tu vois, la princesse de Montpensier, ça se passe un siècle avant que le bouquin ait été écrit. Et c'est censé raconter des histoires courtes,
bien sûr, et vraisemblable. Et c'est là où on a toute la différence. C'est que le roman ne cherche pas la vraisemblance. Le roman, c'est juste t'en mettre plein la vue. T'en mets plein la vue. La nouvelle, au contraire, tu vas essayer d'être le plus proche possible du vraisemblable, et du coup, tu vas beaucoup plus t'intéresser à la psychologie des personnages. Et c'est ça que fait Madame de La Fayette, en l'occurrence. Hein. D'accord. Et pourquoi est-ce qu'elle n'a pas publié par son nom? Parce qu'à l'époque, lire, et pire, écrire des romans, c'est très mal vu. Surtout quand vous êtes une jeune femme noble. Ah, comment ça? Oui, parce qu'il faut bien prendre conscience que, en fait, les romans et les nouvelles, hein, qui s'adressent au même lectorat, en fait, sont à la base écrits pour un jeune public. En fait, les romans à l'époque, c'était du young adulte. Ça s'adressait à des jeunes gens. Et comme souvent les œuvres qui s'adressent à des jeunes gens, c'est assez dévalorisé. Hein. Et pire que ça, c'était non seulement adressé à des jeunes, mais c'était aussi catégorisé comme s'adressant à des jeunes femmes. Et souvent, les choses qui s'adressent aux jeunes femmes dans une société patriarcale, c'est assez dévalorisé, hein, c'est assez mal vu. Et n'importe quoi, c'est pas dévalorisé les choses féminines, qu'est-ce que tu racontes? Ah ouais? Le yoga, c'est... on peut considérer ça comme féminin plutôt, hein? Oui, d'accord, oui, ok. C'est un sport le yoga? Bah non, attends, il n'y a pas d'effort physique. Essaie-moi de faire cette figure pour voir. Ok, c'est un effort physique. Bon voilà, souvent les choses féminines ont tendance à être dévalorisées. Ah d'accord, donc c'est pour ça qu'elle a pas publié par son nom, parce que c'était mal vu. Voilà, c'est ça. Mais du coup, enfin, d'accord, ok, mais du coup on n'a toujours pas expliqué pourquoi est-ce que Madame de La Fayette, on se souvient d'elle et pas des autres. Hein. Bon, ce qu'il faut savoir, c'est que le roman, toujours dans la catégorie dévalorisation et pourquoi c'est dévalorisé, c'est aussi une littérature de détente. C'est pas une littérature intellectuelle, c'est pas une littérature qui s'adresse à l'élite intellectuelle pour les obliger à réfléchir, etc. Ça, le théâtre le faisait très bien. Le roman, en revanche, lui, c'était voilà, pour se détendre. Et ça explique sa dévalorisation. Donc il y a quelques œuvres qui sont bien. D'ailleurs, vous voyez, là, j'en cite quelques-unes là qui s'affichent là. Mais il y a beaucoup d'œuvres où en fait le niveau d'exigence était beaucoup plus bas que pour le théâtre. Et du coup, bah, l'œuvre est moins, peut-être moins intéressante. Hein. Donc c'est peut-être pour ça qu'on a oublié ces œuvres en fait. Ok, d'accord. Et je suppose que Madame de La Fayette, elle vient un peu tout chambouler. C'est à peu près ça. En fait, elle vient surtout tout chambouler avec La Princesse de Clèves. Pourquoi? La Princesse de Montpensier, en fait, voilà, c'est la nouvelle, mais la nouvelle est en train d'être inventée, d'être réinventée, donc elle fait un peu ce qu'elle veut. Et là, elle trouve quelque chose d'intéressant au niveau de la psychologie du personnage, et on s'aperçoit qu'elle est très très forte pour justement la psychologie des personnages. Plus tard, elle écrit un roman, Zaïd, qui est peut-être moins abouti quand même, hein. Mais ça va lui servir de base pour écrire La Princesse de Clèves, puisque elle a écrit une nouvelle, elle a écrit un roman, elle va en quelque sorte mélanger les deux, c'est-à-dire augmenter le niveau de la nouvelle, la taille de cette nouvelle, et toujours utiliser une bonne psychologie des personnages. Et c'est peut-être pour ça, d'ailleurs, qu'on dit qu'elle a inventé ce qu'on appelle le roman psychologique, parce qu'elle a écrit quelque chose d'une longueur plus conséquente, donc qui est peut-être moins anecdotique, quelque part, et qui, en plus, s'intéresse énormément à la psychologie des personnages, et travaille beaucoup la psychologie des personnages. Et franchement, moi, quand je l'ai lu, j'étais avec elle, quoi. J'étais avec La Princesse de Clèves, hein. J'étais vraiment... voilà, c'est très minutieux, c'est très bien fait, et je pense que c'est pour ça qu'on se souvient d'elle et de son œuvre, c'est vraiment grâce à La Princesse de Clèves. Puis il y a aussi un truc en plus, que d'autres n'avaient pas, c'est le suspense. Le suspense, tu vas pas me dire que tous les bouquins là en feuilleton avec des rebondissements à tout va, il n'y avait pas de suspense. Oui, on peut dire que c'est du suspense, sauf qu'on sait très bien qu'à la fin, ils s'en sortent, et c'est même le but, hein, c'est qu'ils soient en galère et puis qu'après ils s'en sortent. C'est pas le même suspense que le suspense où on sait pas ce qui va se passer. Il va se passer un truc, ou il va pas se passer un truc, on sait pas, mais on sait pas ce qui va se passer. Et elle arrive à faire ça. Dans La Princesse de Clèves surtout, elle arrive à faire ça. Un coup on se dit, ah, la Princesse de Clèves, elle va céder à son amour. Et puis il y a un élément qui fait que finalement elle se retient, et puis elle retrouve la vertu. À d'autres moments, au contraire, elle va être, on se dit qu'elle va être vertueuse, et puis elle commence à se pencher du côté de son amour. Donc elle fait comme ça, elle oscille entre l'un et entre l'autre. Donc déjà, ça crée un petit peu de suspense. Mais là où Madame de La Fayette est encore plus intelligente que ça, c'est que elle arrive à manipuler ce que le lecteur voudrait qu'il se passe. J'explique. À des moments, le lecteur voudrait que la Princesse de Clèves se mette avec le mec là, qui s'appelle en l'occurrence le duc de Nemours. Par moment, au contraire, on se dit non mais vas-y, c'est quoi ce boulet, vas-y, oublie-le, laisse tomber quoi. Donc on veut pas. Et en jouant de ces deux modalités, c'est-à-dire en mélangeant les procédés créant de l'incertitude et ceux servant à la manipulation du lecteur, elle arrive à créer un suspense vraiment très intéressant. Et c'est peut-être pour ça qu'on se souvient d'elle aujourd'hui. C'est parce que cette œuvre, c'est vraiment quelque chose de intelligent, particulièrement intelligent. Et voilà, en tout cas moi, ces œuvres, en tout cas les œuvres que j'ai lues, parce que j'ai pas lu les Zaïd, hein, mais les nouvelles que j'ai lues, et La Princesse de Clèves, c'est vraiment,
franchement, ça a été une claque. Hein, voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Alors, je vais faire beaucoup moins de vidéos maintenant, probablement. Parce que, pour vous raconter l'histoire, en fait, je devais passer le CAPES de documentation, ce qui m'aurait donné au moins les vacances scolaires pour pouvoir faire des vidéos, mais je l'ai raté. Donc du coup là, je vais devoir aller travailler plutôt dans des entreprises privées. Donc ça va être 35 heures et 5 semaines de vacances. Donc du coup, le temps que je vais pouvoir consacrer aux vidéos risque de diminuer drastiquement, j'en suis bien désolé. Mais si un jour vous êtes 100 000 à me regarder, 200 000, on pourra peut-être ouvrir un Tipeee et puis peut-être que je pourrai en vivre. Mais là, on en est assez loin, quoi. Voilà, bon, en attendant, quand même, hein, si vous voulez vous tenir au courant des vidéos qui vont sortir, n'hésitez pas à vous abonner, n'hésitez pas aussi à me suivre sur les réseaux sociaux, hein, et puis à partager mes vidéos, c'est important pour que d'autres puissent les voir. Voilà, je vous fais des bisous et je vous dis à bientôt pour la suite de nos aventures. La magnificence et la galanterie n'ont jamais paru en France avec tant d'éclat que dans les dernières années du règne de Henri II. Ce prince était galant, bien fait et amoureux, quoique sa passion pour Diane de Poitiers, duchesse de Valentinois, eût commencé il y avait plus de 20 ans. Elle n'en était pas moins violente, et il n'en donnait pas des témoignages éclatants. Jamais cour n'a eu tant de belles personnes, et d'hommes admirablement bien faits. Et il semblait que la nature eût pris plaisir à placer ce qu'elle donne de plus beau dans les plus grandes princesses et dans les plus grands princes. Madame Élisabeth de France, qui fut depuis reine d'Espagne, commençait à faire paraître un esprit surprenant, et cette incomparable beauté qu'elle lui était si funeste. Marie Stuart, reine d'Écosse, qui venait d'épouser Monsieur le Dauphin et qu'on appelait la reine Dauphine. Ce mariage avait eu beaucoup d'obstacles par les promesses que Monsieur de Montmorency avait faites à Mademoiselle de Pienne, une des filles d'honneur de la reine. La duchesse douairière de Lorraine avait commencé à en faire des propositions dans le temps du mariage de Monsieur le Dauphin. Il y avait toujours eu quelques... franchement, ça me saoule. Oui, le début est chiant. Hein, il faut bien reconnaître que le début de la princesse de Clèves est chiant. Parce qu'elle raconte un peu, elle raconte un peu la cour, comment elle est, et puis elle cite des dizaines et des dizaines et des dizaines de personnages. Enfin, j'exagère peut-être, mais en tout cas, elle cite beaucoup de personnages qui n'auront pas d'importance d'ailleurs dans la suite du bouquin. Hein. Mais effectivement, c'est un peu ça peut-être d'ailleurs qui a rebuté beaucoup de personnes à la lecture de Madame de Lafayette, c'est que le début est un peu chiant quand même. Hein. Mais bon, la suite est plus intéressante. Fini. Alors? Ouais, je sais pas, ça m'a pas pénétré, quoi, tu vois. Toi, t'as eu l'air de vraiment bien aimer, mais moi... Oui, c'est vrai que, en fait, ça peut plaire à certains, mais ça peut aussi rebuter d'autres. En réalité, je pense que pour bien lire Madame de Lafayette, et surtout la princesse de Clèves, c'est qu'il faut se sentir concerné par ce qui se passe. Parce que c'est vrai que nous, actuellement, écoute, si elle est amoureuse d'un tel et qu'elle aime pas son mari, elle divorce, et puis elle va avec l'autre mec, c'est pas un problème, quoi. Mais à l'époque, ça se faisait pas. Donc c'est peut-être aussi ça qui peut nous embêter. En fait, il faut vraiment comprendre les enjeux et se sentir concerné par les enjeux. Mais je te conseille plutôt de commencer, si tu veux te mettre vraiment Madame de Lafayette, par lire La Comtesse de Tende et La Princesse de Montpensier, qui sont plus courtes déjà, donc si t'aimes pas, c'est plus court. Et puis aussi, ça permet de te mettre dans le bain, quoi. Pour vraiment goûter La Princesse de Clèves, je pense qu'il faut avoir lu ces deux œuvres. Après, je veux dire, c'est de l'art, hein. Et l'art, ça peut toucher des gens et ça peut ne pas toucher des gens. Des gens peuvent porter au pinacle une œuvre et d'autres gens, la même œuvre, ça peut rien leur faire. Donc voilà. Au moins, essayez de le lire avant de se dire c'est chiant ou c'est sympa, quoi. Surtout ça le plus important.